De mon côté, c'est partagé. Je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous. C'est parfait. C'est parfait. Donc, je me présente, Alexis Desjardins. Je suis sexothérapeute, spécialiste en thérapie brève, un maître praticien en programmation neurolinguistique, praticien en hypnose ericksonienne. Ce que je vous propose ce soir, c'est un petit moment d'échange et de partage autour de la sexo. Donc, avec un intitulé Couple et libido, comment se connaître pour mieux se retrouver ou se trouver. Donc, le menu ce soir, c'est d'abord les idées reçues sur la sexualité, un focus sur les individus, les femmes et les hommes pour apprendre à se connaître. Enfin, pour suivre les couples, la libido pour se retrouver. En fin de session, je vous montrerai une petite astuce. Elle est cachée dans cet étui. Et ça sera le petit tips pour pimenter votre soirée de Saint-Valentin. Peut-être. Donc, plusieurs idées reçues, tout simplement. Je vous propose dans un premier temps de casser un peu les idées reçues, tout simplement. C'est dans l'inconscient collectif, il y a encore peu de temps, jusqu'au fin 19e, début 20e, donc c'est il y a à peine 100 ans, le rôle de l'homme était prépondérant dans la sexualité, c'est-à-dire qu'on lui apportait toute la charge, on lui donnait toute la charge de la jouissance et de faire atteindre l'orgasme à la femme, alors qu'on va voir un peu plus tard que tout simplement c'est en lien avec le système limbique chez la femme et l'émotionnel et que tout part d'une autorisation qu'on va se donner à soi-même pour connaître l'orgasme. Qu'est-ce qu'une relation sexuelle épanouissante dans les idées reçues? En fait, on va retrouver plein d'injonctions indirectes du genre il faut qu'il y ait pénétration pour qu'il y ait une relation sexuelle. Or, une relation sexuelle, ce n'est pas nécessairement qu'un coït avec pénétration. Il faut qu'on atteigne l'orgasme, sinon ce n'est pas satisfaisant. Tout ça, c'est des idées reçues. On peut tout à fait avoir une relation sexuelle plaisante sans atteindre l'orgasme. Si on l'atteint, c'est formidable. Si on ne l'atteint pas, ça peut être un moment tout à fait agréable. La durée, c'est quelque chose d'important. C'est un objectif à atteindre, sauf que la durée moyenne d'un rapport, c'est 7 minutes 20. On considère que la durée confortable d'un rapport, c'est entre 7 minutes et 13 minutes. En dessous de 3 minutes, on va considérer que c'est un petit peu court, un petit peu insatisfaisant. Et après 13 minutes, alors on va trouver que c'est un petit peu long. Et ça peut être ennuyeux, puis voire même inconfortable. D'autres idées reçues, c'est notamment sur l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien. Et les approches freudiennes. Alors, pourquoi les approches freudiennes au pluriel? Simplement parce que y a deux périodes chez Freud, entre avant 1920 et après 1920. Et après 1920, Freud explique qu'il s'est trompé sur ses compréhensions autour de l'orgasme, et notamment sur l'orgasme vaginal. On verra un peu plus tard, notamment avec l'anatomie du clitoris, qu'il semblerait que l'orgasme vaginal n'existe pas. Donc, tout ça, on pourra le développer un peu plus tard. Dernière idée reçue que je vous propose de dévoiler, de faire le tri là-dedans, c'est tout simplement que toutes les femmes ont la capacité à fontainiser, à être fontaine. Il y a des personnes qui pensent que c'est réservé à certains types de femmes, que c'est physiologique. Alors non, toutes les femmes peuvent connaître ce phénomène-là. Ça va un peu plus loin encore dans l'autorisation qu'on va se donner à soi. Et Jacques Salomé, qui est un écrivain, un auteur célèbre sur le sujet de la sexo et des rapports, notamment de l'amour d'une manière générale, indique qu'il y a, à propos des femmes fontaines, celles qui savent et celles qui ne savent pas encore. Voilà. Quelques informations sur la sexualité. On est passé de l'acronyme LGBT à LGBTQIA. Donc, LGBT, vous connaissez tous la signification, peut-être, on va revenir dessus, c'est pour les couples lesbiens, gays, les couples ou les personnes bisexuelles, trans. Alors, on a abandonné l'appellation de transsexuel au profit des personnes transgenres ou transidentités.
Les queers, ce sont les personnes qui ne vont pas se reconnaître dans la sexualité hétérosexuelle ou qui ne se sentent pas d'appartenir à un genre, tout simplement. Les personnes intersexes, ce sont les personnes dont on ne sait pas distinguer si elles sont véritablement ou hommes ou femmes. Donc il y a plusieurs situations qui peuvent mener à ça physiologiquement. Des personnes avec un micro-pénis et un vagin rudimentaire. Il y a environ 200 naissances sur 800 000 naissances en moyenne. Les personnes asexuelles, c'est les personnes qui se désintéressent de la relation sexuelle. Et on peut voir également dans les couples, j'en reparlerai tout à l'heure, qu'il y a une montée de l'asexualisme chez les jeunes. On va parler de couples raisonnables. Plus, ben, c'est tous ceux que on vont considérer qu'ils appartiennent à pas une étiquette en particulier. Simplement. Aux États-Unis, on parle de LGBTQIAAP et en Angleterre, on rajoute le O pour other. Donc, ça, c'est les idées reçues, les informations sur la sexualité. On identifie 27 formes de rapport à la sexualité auquel il faut rajouter l'évolution de la sexualité à venir avec le numérique au sens de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, les expériences sexuelles qui sont déjà en place, notamment au Japon, puisque le Japon, c'est des leaders sur la sexualité. Il y a la sexualité des Japonais et le reste du monde. Et donc, ben, comment on va avoir des rapports sexuels avec des combinaisons qu'on peut avoir dans Ready Player One et quel impact ça va avoir sur la sexualité et les rapports à la sexualité. Voilà pour les idées reçues. Un petit focus sur la femme. Ben, on n'est pas égaux vis-à-vis les hommes et les femmes vis-à-vis de la sexualité et ben, une fois n'est pas coutume, mais la femme est plus avantagée et ça se traduit de la façon suivante. La puissance sexuelle est par essence féminine. Pourquoi? Parce que le clitoris, c'est le seul organe dont la fonction est uniquement dédiée au plaisir. Nous, les hommes, on n'a pas d'organe uniquement dédié pour le plaisir. C'est uniquement le clitoris qui a cette spécificité-là. Il y a 8000 terminaisons nerveuses. On verra qu'il y a beaucoup moins de terminaisons nerveuses chez l'homme. La femme connaît une capacité multi-orgasmique. On va parler d'orgasme de la vallée et j'y reviendrai avec le cycle sexuel de la femme. Le point G, ben, il faut savoir que le point G, il va prendre place à partir du moment où il y aura une excitation de la femme et notamment une contraction du clitoris qui va venir serrer le vagin. Et alors, c'est à partir du moment où le vagin sera quelque peu compressé par l'afflux sanguin qui va rentrer dans les corps caverneux du clitoris, qui va faire apparaître le point G. Donc, si on va chercher un point G chez sa partenaire alors qu'elle n'est pas excitée et qu'on s'y prend d'une façon un peu brusque, sans préparation, ben, il se peut qu'on cherche quelque chose qu'on ne trouve jamais, tout simplement. Et puis, je le disais tout à l'heure, la fonction orgasmique, elle est en lien avec le système limbique, avec le système, le pôle émotionnel du cerveau. Et donc, tout ça, ça a trait à l'autorisation que la femme va se donner à connaître l'orgasme. Donc, le cycle sexuel chez la femme se présente comme ceci. Il y a une courbe ascendante, la montée du plaisir, avec une phase de plateau. Et puis, la femme va connaître un premier orgasme qui peut se poursuivre avec le déclenchement d'un deuxième et, pour être plus heureuse, un troisième orgasme. Et donc, c'est dans ce cheminement-là où on peut voir la symbolique d'un orgasme de la vallée. Les troubles sexuels chez la femme, on va parler donc de frigidité. Donc là, c'est l'absence de plaisir. Et puis, le vaginisme et la dyspareunie.
qui sont dans la phase montante du plaisir et des rapports. Donc, ce ne sont pas les mêmes choses. Je reviendrai dans le détail là-dessus si vous me posez des questions. Par la suite, en trouble sexuel, on va trouver l'anorgasmie. L'anorgasmie, ben, c'est l'incapacité à trouver l'orgasme chez la femme. Chez l'homme, il y a un fonctionnement qui est en lien direct avec le système reptilien, donc c'est beaucoup plus instinctif. Et c'est ce en quoi on va être différent. Hein. On a 3 à 4 000 terminaisons nerveuses autour du gland. La temporalité, c'est pas du tout la même, hein, puisque on est programmé pour éjaculer en 19 saccades avec une durée moyenne de 17 secondes. Donc, c'est pas exactement pareil. Il faut savoir qu'un homme, quand il éjacule, c'est pas automatiquement synonyme d'orgasme. Et donc là, l'orgasme, c'est également quelque chose qui va être en lien avec le psychique. Et puis, il y a ce qu'on appelle le point P. Donc, le point P, c'est le point qui va se situer sur la glande prostatique, située sous la vessie et traversée par l'urètre, qui va favoriser une excitation sexuelle et permettre à ce moment-là de connaître un orgasme puissant. Et là, on va, pour les personnes qui vont investiguer ce terrain-là, pouvoir se rapprocher de quelque chose similaire qui va se rapprocher d'un orgasme féminin. Donc, comment on simule ce point P? Soit par pression entre les testicules et l'anus, par dessous le périnée, en appuyant fort, ou alors par excusez-moi, il y a mes enfants qui arrivent, peut-être. Oui. Soit par stimulation interne en passant par le rectum et en allant appuyer sur cette glande prostatique. C'est très clair. Voilà. Est-ce que tu veux prendre une petite pause, Alexis? Bon, Alexis a quelques soucis avec ses enfants. On appelle ça les aléas du direct. Voilà, c'est les aléas du direct. Stéphane, ne vous inquiétez pas, j'ai tracé toute la roadmap, je pourrais vous faire un schéma. Bon, très bien. Stéphane, tu ne peux pas nous montrer, j'ai pas bien compris le rectum, l'histoire du point P. Alors, le point P, ce n'est pas un magasin de matériaux. Hein. On ne va pas chercher les parpaings. Il n'y a pas la place. Emmanuel, si tu veux, je développe dans les questions-réponses. Pardon, bien sûr. Non, mais tout va bien. Je ne devais pas avoir mes enfants et confinement, Covid oblige, ils sont avec moi. C'est pas grave, vas-y, continue. Le cycle sexuel chez l'homme, il va se passer d'une manière plus simple, j'ai envie de dire. Il y a une phase de désir, une phase d'excitation, la phase de plateau, un pic orgasmique, la phase de résolution et la phase réfractaire. La phase de résolution, c'est après l'éjaculation, la perte de l'érection ou la détumescence, tout simplement. Et puis la phase réfractaire, ça va être la petite mort, tout simplement. Excusez-moi. C'est pas grave, Alexis, c'est pas grave. On le coupera au montage, t'inquiète pas, hein, ça va le faire. On coupera tout ça au montage. Excusez-nous, messieurs, dames. Hein, là, vraiment, c'est comment vous dire, c'est du direct. Hein, voilà, il est papa tout seul et il faut qu'il gère la situation. C'est un des objectifs du sujet de ce soir, les enfants. Oui, tout à fait, bien sûr. On reste dans le thème. Ah, tout à fait, Carole, bien sûr. Donc, Alexis, nous sommes tout oui. Merci, veuillez m'excuser. Les troubles sexuels chez l'homme, eh ben, ils vont se situer dans le cycle avec la répartition suivante, donc l'anaphrodise, l'absence de désir, trouble de l'érection, c'est-à-dire une érection insuffisante ou une perte de l'érection au moment où on va
pénétrer sa partenaire. Il y a différentes causes à ça. Une éjaculation prématurée. On considère une éjaculation précoce à partir de 20 à 30 secondes de pénétration. L'anéjaculation, c'est l'incapacité à Stéphane, il est éjaculer. mort de rire. Alors, l'anéjaculation, ça peut être en lien avec la peur de devenir père. Voilà, il y a plein de causes psychiques dans tous les troubles d'une manière générale. Et le priapisme, c'est l'incapacité à perdre l'érection. Donc, on est en érection permanente. Ça peut être très, très douloureux. Je disais dans un de mes derniers articles que pour les amateurs de Viagra, il faut faire attention quand on n'est pas atteint de troubles sexuels de l'érection, parce que quand on a un fonctionnement normal et qu'on prend du Viagra, du coup on est atteint de priapisme et ça peut être très douloureux et ça se traduit bien souvent aux urgences. Les couples, donc j'aime bien cette définition du dictionnaire Robert, puisqu'elle ne met pas d'étiquette, c'est deux personnes réunies dans une activité. Il y a plusieurs types de couples. Un premier couple, c'est deux sujets, A et B, et avec un sujet qui est tourné uniquement vers l'autre sujet. Donc ça, on va nommer ça le type de couple numéro 1. Et puis le type de couple numéro 2, c'est la même chose, mais dans le sens inverse, avec une orientation de l'autre membre. Donc le couple 2. Et puis un autre type de couple, c'est quand il y a fusion des deux sujets, des deux individus pour créer un couple fusionnel. Donc là, il n'y a pas de possibilité au sujet d'exister d'une façon indépendante en tant que sujet à part entière, et ils vont constituer un seul même ensemble. Un autre couple, un autre mode de couple, c'est celui-ci. Moi, j'ai l'habitude de le nommer le couple fonctionnel. C'est deux sujets A et B qui vont se tourner l'un vers l'autre pour créer un nouveau système, un couple à part entière, un couple qu'on va nommer un couple C, dans lequel on va pouvoir voir que ce couple va s'intéresser à l'individualité du premier sujet, A, avec ce petit bonhomme bleu, et également ce couple C qui va pouvoir s'intéresser à l'individualité du sujet B. Et donc, moi, je l'appelle ça le couple fonctionnel ou équilibré, tout en sachant qu'il n'y a pas de bonne façon d'être en couple. Il y a la façon qui nous convient, qui est bonne pour nous. Le couple que je présente là n'est pas mieux que le premier couple, le deuxième couple ou le couple fusionnel. C'est à chacun d'entre nous de vivre sa vie de couple. Autre chose, il faut savoir que le couple se bâtit sur une illusion télépathique, l'illusion télépathique de la lune de miel, symbolique ou non, tout est beau, tout est rose, tout est formidable, on a toujours envie, on est en synchronicité, on s'éclate. Sauf que le défi pour qu'un couple dure, c'est qu'il va falloir sortir de l'illusion télépathique et trouver un autre mode de fonctionnement, un fonctionnement qui s'installe dans la durée. On va parler alors de saisonnalité dans le couple. Il faut savoir qu'un couple qui vient en consultation dans un cabinet chez un thérapeute de couple, voire un sexo, c'est un couple qui est mort. Et la question est d'activer la fonction phénix du couple, c'est-à-dire de pouvoir faire renaître un nouveau couple pour une nouvelle vie de couple. La libido, pour arriver à se retrouver, on va voir qu'en fait, si on reprend la définition qu'on trouve sur Internet, c'est la recherche instinctive du plaisir, et spécialement du plaisir sexuel. Et pour Freud, c'est la manifestation dynamique dans la vie psychique de la pulsion sexuelle. C'est également l'énergie vitale, la pulsion de vie d'Eros
et la pulsion de mort, Thanatos, qui vont se retrouver réunis dans le Sa. Et donc, c'est l'expression de cette libido où eh bien, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de vivre cette libido. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 4 types de libido. Donc, la libido émotionnelle, spirituelle, pulsionnelle et sensuelle. Et pour chaque type de libido, il y a des mots-clés qui vont présenter la libido en question. Et si on est, comment dire, si on se reconnaît dans ces mots-clés, ben, ça veut dire qu'on a tout simplement une libido plutôt émotionnelle. On peut avoir un type de libido et un deuxième type, un type de libido secondaire qui va s'activer. Tout ça, c'est question de contexte. Donc, la libido émotionnelle, les mots-clés, c'est l'idée, les idées, donc les pensées, les sensations qu'on va ressentir, les évocations. À telle évocation, et bien, alors ça va activer ma libido. La personne va faire beaucoup de projections et puis ce sont des personnes chez qui l'expression à fleur de peau va beaucoup parler. La libido spirituelle, on va retrouver les mots-clés comme l'esprit, l'éducation. Il y a beaucoup de rapports à l'éducation. On revient sur les autorisations. Hein. La réconciliation entre le corps et l'esprit. Les mots-clés de sexualité sacrée et d'univers qui vont parler beaucoup aux personnes qui vont avoir une libido de type spirituel. La libido pulsionnelle, donc c'est des personnes qui sont à l'écoute d'elles-mêmes, souvent, qui ont des difficultés à gérer l'abstinence. Il va y avoir beaucoup d'intensité recherchée, attendue. Elles sont en attente de diversité. Des personnes qui sont souvent excitées visuellement par différentes parties du corps, hein, que ce soit le corps de l'homme ou le corps de la femme. La libido sensuelle, avec 2 fois touché, parce qu'il y a beaucoup de sens. On va parler des 5 sens, où ce qu'on fait en cabinet, c'est on balaye le VACOG, c'est le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Donc, des personnes qui sont sensibles au massage, au fait de ressentir les choses, très tournées vers la nature. Donc, tout ça, ce sont des mots-clés qui vont parler aux personnes sensuelles. Donc, comment on va favoriser le développement de la libido pour se retrouver? On peut investir tout simplement la relation d'une façon différente, la relation au corps différemment. Comment on va aller à la rencontre du corps de son ou sa partenaire d'une façon différente. De la même façon, comment on va toucher le corps de sa partenaire ou son partenaire, avec quel rythme, avec quelle intentionnalité, dans le geste, dans la caresse. On peut également introduire de la diversité dans les couples qui durent. La diversité, c'est un réflexe qui est sain. Voilà, il faut amener du jeu, des choses qui sont ludiques, de la variété. Ça peut être de la variété dans les pratiques, avoir de nouvelles pratiques, comme on va le voir juste après. Et puis dans les intentionnalités, on peut s'autoriser à faire autrement, avoir des rapports avec, si on est dans une recherche de douceur, s'autoriser à quelque chose de plus bestial. Si on est dans des rapports un peu plus virils, s'autoriser à un peu plus de douceur et même sur une semaine à prendre des rendez-vous pour faire l'amour d'une façon et puis plus tard dans la semaine d'une autre façon, en alternant les intentionnalités, les façons de faire. Enfin, c'est bien de découvrir à 2 de nouvelles choses, donc de nouvelles pratiques. Ça peut être des pratiques anales si ça n'a jamais été expérimenté, du BDSM, des clubs. Il y a quelque chose qui vient du Japon qui est le shibari, qui est un art de contention avec des cordes en lien avec le BDSM, mais avec une notion spirituelle aussi. Le tantra aussi.
et je vais développer le tantra. Le tantra, ça peut être quelque chose de très très intéressant pour les couples parce que le tantra n'est pas une thérapie en lui-même, la pratique du tantra, mais la pratique du tantra peut avoir des effets thérapeutiques. Donc, il faut comprendre que d'abord en France, on ne fait pas de tantra, on fait du néo-tantra. Il y a 3 types de tantra. Blanc qui est en lien avec le spirituel, rouge en lien avec le corps, il va y avoir beaucoup plus de toucher, et noir avec tout ce qui est pulsion de mort, de dévoration. Donc la philosophie du tantra, c'est de considérer que le corps est un temple, et également que la femme et l'homme sont des miracles de la vie. Donc avec ces intentions-là, on va considérer le corps de sa partenaire d'une façon tout autre, et on va expérimenter. Il y a 5 verbes d'action clés dans le tantra. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on explique et je ne vais pas vous dévoiler les exercices qu'on fait en tantra puisqu'il y a de la découverte. Donc, on expérimente, on ralentit, on prend le temps de laisser du temps. On va énergiser puisque c'est directement en lien avec l'énergie vitale, avec les chakras, et on va rechercher ce qu'on appelle la montée de Kundalini, c'est-à-dire un serpent qui est lové dans le chakra racine, dans le bassin, et qui va se dresser en parcourant toutes les 7 chakras pour arriver au chakra couronne. On honore, on considère le corps de la femme comme un véritable temple ou le corps de l'homme comme un véritable temple, et tout simplement, on va aller se retrouver. Donc, la sexo, on est sur un domaine de la relation à soi, à son corps et à son partenaire. Voilà. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir cet ouvrage d'Alain Héril. Alain Héril, qui est psychanalyste, sexothérapeute, écrivain et formateur. C'est le formateur auprès de qui je me suis formé. Et donc, les types de libido que je vous ai présentés sont extraits de cet ouvrage. Et vous avez également un questionnaire pour découvrir à quel type de libido vous êtes relié. Voilà. J'en ai terminé pour la présentation. Si vous avez des questions, je suis disposé à y répondre. Et puis,